Aujourd'hui, je reçois Rosalie Côté, stratège en pricing de valeur et copywriter, pour parler de son petit produit Carambole. Avec lui, elle aide les entrepreneurs à transformer leurs projets passés en études de cas aussi savoureuses qu'un bon récit. Le genre qu'on a envie de lire puis qui démontre toute la valeur de son travail. Ensemble, on explore comment redonner des couleurs à ce format souvent trop beige. Et on en profite aussi pour partager notre expérience du cabinet des curiosités. Un épisode rempli de vraies pépites. Reste à l'écoute, ça commence! Bienvenue dans le podcast À ta couleur. Moi, c'est Marie-Pierre, mais tout le monde m'appelle la voisine. Je t'accueille depuis ma maison jaune, au cœur d'un petit village rural où j'ai choisi de ralentir pour mieux écouter et mieux raconter. Très jeune, j'ai compris le pouvoir de ces récits qui touchent, qui nous rassemblent autour de quelque chose de plus grand que soi, puis qui nous donnent la permission d'être pleinement humain. C'est pas un hasard si j'ai étudié l'histoire. À l'époque, je pensais observer le passé, mais je me préparais surtout à ce que je fais aujourd'hui. Aider les entrepreneurs à fouiller dans leur propre histoire pour y trouver du sens, se révéler et apprendre à se présenter à partir des pépites qu'ils portent déjà en eux. C'est ça le storytelling introspectif, un pont entre la connaissance de soi et la communication. Ici, tu vas entendre mes réflexions en solo, puis des conversations complices avec des invités qui ont choisi d'aligner leur entreprise sur ce qui les habite profondément. Parce qu'au fond, ce qui connecte, c'est pas juste ton expertise, c'est qui tu es. Alors installe-toi sur ma galerie, puis laisse-toi inspirer. Salut à toi, bienvenue sur le podcast À ta couleur. Salut Rosalie. Allô! Je suis tellement contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui pour une deuxième fois. Disons-le, c'est déjà passé. Je suis très contente de m'inviter, je vais le dire. C'est moi qui ai fait « Hey, j'aimerais ça venir! » J'adore ça quand les gens s'invitent sur mon podcast. Invitez-vous, ça me fait tellement plaisir. Puis, encore plus contente de te recevoir ce mois-ci pour prendre le temps avec toi, parce qu'on va se le dire, on est dans un mois rush toutes les deux, puis pas à peu près. Hein? Oui. On est en septembre. La broue dans le toupette. De la broue dans le toupette. On a les cheveux attachés, mais on a de la broue dans le toupette. Pour vrai, oui. C'est ça. Oh my God! Puis là, le mois de septembre, on s'entend, il est bien rempli, hein, pour toi puis moi. On enregistre l'épisode, on est en septembre, il est diffusé en septembre, c'est comme, on va être vraiment proche là, de ce qu'on va se dire aujourd'hui, là, ça sera pas trop décalé tout ça. Je suis contente de te parler parce que tu fais partie du cabinet des curiosités aussi, comme moi, et ça bat son plein présentement. On s'entend qu'on est comme vers la fin, là, au moment où est-ce que ça va se diffuser l'épisode, on est le 29 septembre aujourd'hui. On s'imagine ça, Rosalie, on est le 29 septembre. Oui. Donc, ma question là, qui vient avec tout ça, comment ça va? Hey, j'ai pas de boule de cristal. Probablement que le 29 septembre, Rosalie du futur est soit énergisée à fond ou elle est très fatiguée. Fait que là, c'est un peu un pile ou face. Je sais pas comment je vais me sentir, mais j'espère que je vais avoir d'énergie jusqu'à la fin du lancement parce que c'est quand même vraiment le fun, l'effervescence d'un lancement. Donc c'est ça. Au moment où on enregistre, on est vraiment on a commencé à en parler, on voit de l'intérêt, mais on n'a pas commencé encore à voir les résultats un petit peu des efforts. Fait que au moment où on écoute, Rosalie soit... en fait, c'est sûr qu'elle est contente, peu importe, mais elle est soit comme « Yes! » ou bien « Oh my God, faut que je travaille fort! » Puis peu importe, ça va être positif comme expérience. Ça va être Et toi? Ben, moi, j'ai sûrement un peu la langue à terre, pour être honnête, le 29. Ah oui, c'est ça, hein, on se projette. J'ai sûrement la langue à terre, mais tellement heureuse d'avoir la langue à terre, c'est sûrement ça. Vraiment, là, pour être honnête, j'ai l'impression que c'est ça. Ça va avoir été un gros mois. Expérience riche humainement, c'est vraiment ça mon souhait, là. Puis, je pense que le 29 septembre, j'aurai dans mon petit baluchon une couple de connexions fortes, approfondies, disons. Ouais, ben c'est mon souhait. Aussi, à quelque part, c'est un peu des désirs là, que je manifeste en même temps, parce que moi, je pense pas que c'est durant le mois de septembre que de nouvelles connexions vont vroom, à tout casser se faire. Je pense vraiment que je vais approfondir les connexions existantes, et c'est ça mon but, parce que moi, je trouve ça tellement important. J'y crois vraiment beaucoup à ça. Fait que c'est ça se joue pas en septembre, hein, ça s'est joué bien avant.
Ça s'est joué bien avant tout ça. Là, c'est juste le fun. Moi, je me dis, c'est le fun qui est là, qui commence. Puis ça me permet de énormément apprendre à me connaître davantage. Ouais, la connaissance de ça, pour moi, c'est un terrain que j'aime beaucoup explorer, là. Mais avec le cabinet des curiosités, là, je le sens que je suis là-dedans. Fait que des belles leçons, des beaux apprentissages, assurément. Mais je suis contente que tu sois là. Je suis vraiment contente que tu l'aies fait parce que je me rappelle que j'en avais parlé l'an passé. Puis là, tu me disais c'est pas le bon moment, puis c'est correct, tu sais, je respectais vraiment ça. Mais là, je suis contente que tu embarques cette année puis que tu vives l'expérience de l'autre côté. À fond, parce que là, c'est le bon moment, tu vois. Oui, exactement. Fait que je suis comme encore... Tu sais, il y a des timings dans la vie, hein? Il y a des timings dans la vie qui sont les bons, puis celui-là, ben, ça l'est. Fait que, ouais, on va se souhaiter ça, puis voilà. On vous dira pour de vrai. Comment est-ce qu'on est le 29? On le dira, ben oui, c'est ça. J'écrirais ça en partageant l'épisode. Je dirais, voici la vraie affaire. Est-ce qu'on a réussi à atteindre nos souhaits? Je sais qu'on accueille toutes ces belles opportunités-là avec gratitude, tu l'as dit, c'est beaucoup, mais on triple. On accueille ça avec plaisir. Ça me touche beaucoup que tu aies pris le temps d'être ici aujourd'hui dans ce rush-là. Hein? Même si tu t'es invité sur mon podcast, ça me fait énormément plaisir de t'accueillir. C'est jamais souffrant de t'avoir. Puis tu vois, ça me fait sourire parce que le sujet d'aujourd'hui, ben, on va parler d'études de cas, hein, qui, elles aussi, je vais dire ça comme ça, peuvent être vues comme quelque chose, je vais dire, de lourd. Quand je dis elle aussi, c'est parce que le mois de septembre, il est un peu lourd, là, dans le sens où il est très chargé. Je fais des liens en même temps. J'essaye. J'aime bien ça, les métaphores. Donc, ouais, on va parler d'études de cas, puis qui sont peut-être perçues, je pense, dans le milieu entrepreneurial comme quelque chose de plus lourd, hein, alors qu'en réalité, je pense qu'elles cachent énormément de valeur et de richesse. Et le mot valeur, ça, c'est quelque chose que toi, tu abordes énormément, c'est sûr, dans ton expertise. Alors, je te lance ma première question. Et, Rosalie, à ton avis, pourquoi les études de cas sont souvent perçues comme un format plate, mais nécessaire? Je vais commencer par dire le nom, études de cas, comme études, tu sais, ça a l'air vraiment scolaire, vraiment analytique, et un peu plate à lire comme un livre d'école. On dirait que c'est ce qui ça me vient en tête, ça a l'air un peu beige. Fait que je vais commencer par dire ça. Puis aussi parce que on n'en voit pas beaucoup des études de cas qui sont le fun à lire, qui racontent des histoires sans pour autant entrer dans la fantaisie puis dire n'importe quoi. Là, ça reste quelque chose de très réel. Mais ouais, je pense qu'on est dû pour repenser un petit peu la façon qu'on écrit nos études de cas pour que ce soit écrit pour la personne qui va le lire aussi, qui n'est pas juste comme une liste de faits. Quand tu dis, t'as fait le lien un peu avec un livre scolaire, tu sais, comme d'école, t'as nommé ça. J'ai l'impression, moi, qu'il y a beaucoup d'études de cas qui ressemblent à des bulletins de notes. Tu sais, comme exemple, on enchaîne des résultats, comme un bulletin de notes, avec des chiffres, là, très, très, très chiffrés. Mais il manque de l'histoire, il manque d'émotion, il manque de la chair. Bref, ça donne pas envie de lire jusqu'au bout. Ça, tu l'as dit, tu sais. Puis, d'après toi, pourquoi ce format-là, pourquoi le format d'études de cas tombe aussi souvent dans le piège du rapport technique, sans saveur? C'est une bonne question. On fait beaucoup comme on le voit. Donc, là, ça a de l'air vraiment phrase générique. Mais tu sais, on va écrire la première page de vente qu'on va écrire. Puis là, je dis page de vente parce que je suis copywriter. Mais on va souvent l'écrire comme on a vu quelqu'un d'autre l'écrire. Ou on va voir écrire des publications sur les réseaux sociaux. Puis on va penser que la personne qui l'a écrit, ça prend ce format-là pour faire des bonnes publications sur les réseaux sociaux. Alors que... on pense que ça doit suivre un format en particulier, puis ça, veux pas, je pense que c'est la façon qu'on a été éduqué, la façon qu'on a grandi à l'école, comment est-ce qu'on devait livrer des choses, que ça devait suivre, le fameux sujet posé en divisé. Sujet amené, posé, divisé, oui! Exactement, mais ça, c'est des façons qu'on se faisait dire, voici de quoi ça va avoir de l'air. Fait que c'est sûr que toutes les études de cas que tu vois, ils ont un format qui est précis, puis ça doit être de cette façon-là, ben c'est sûr que ça fait en sorte qu'on entre un petit peu dans ce cadre-là qui est un petit peu plus chiffré, axé très résultat pour être crédible.
Je pense qu'on oublie un petit peu de raconter de raconter quelque chose, de mettre un peu de chair autour de l'os, parce que oui, les chiffres vont être importants, les vrais chiffres, donc pas juste faire des belles affaires. Ouais, fait que j'irai avec ça. Puis l'autre chose, c'est que, par exemple, là, je vais juste faire une petite parenthèse parce que, évidemment, si je viens ici, c'est parce que je viens parler de mon produit qui est par rapport aux études de cas. Tout à Puis fait. dans mon petit produit, bien sûr que je propose une structure, mais mon but, c'est que ça soit vraiment pensé pour que la personne ait du plaisir à le lire. Puis je peux pas croire, là, je fais vraiment des longs ponts, mais j'ai de la misère à croire que les professeurs, ils ont toujours beaucoup de plaisir à lire des devoirs qui sont complétés, qu'il y a comme une structure imposée. Tu sais, comme on a oublié un peu le plaisir de lire, fait que j'ai le goût qu'on ramène ça, puis c'est ça, que ce soit quelque chose qui te ressemble un petit peu plus, quelque chose qui transporte, qui permet à la personne de se visualiser. Puis souvent, moi, je parle avec des clients, puis ils me disent, je vais dans 15 directions, mais c'est correct. Ils me C'est disent, ouais, correct. mais moi, j'apporte pas juste des résultats techniques, je peux pas juste promettre des chiffres parce que, tu sais, je comprends, c'est pas ça, mais comment est-ce qu'on peut mettre tout en contexte au complet ce que tu apportes à tes clients? Puis ça fait partie de ça. Là, tu amènes plein de points auxquels j'ai envie de réagir, puis il y a des questions que j'ai justement par rapport à ça. Là, tu touches des choses importantes. Premièrement, tu fais le lien avec l'école production écrite, les fameuses productions écrites qui étaient très cadrées. Hein, sujet amené, sujet posé, sujet divisé. Hey, je me rappelle de ça, c'est comme si je me l'avais gravé dans la tête là, à force de se le faire dire. Puis assurément que les profs ils doivent pas avoir tant de fun que ça à lire ça parce que c'est tellement cadré, on est obligé de rentrer dans un format précis, puis hein, les fameux productions écrites du ministère. Bref, tout à coup, je suis nostalgique de l'époque du secondaire, mais tu disais au début, dans ta réponse, tu as dit parce que ben on voit que c'est ça partout ailleurs. Tu sais, c'est comme ça que ça nous est présenté à quelque part. Tu sais, un peu comme si tu sais, ça a toujours été fait comme ça, donc pourquoi se casser le Mm-hmm. coco? On va reprendre la bonne vieille formule. Pourquoi faire différent? Tu sais, ça me fait penser, par exemple, aux réseaux sociaux. Bon, une compagnie qu'on va penser qui réussit bien ses réseaux sociaux, par exemple, une grosse chaîne, ça va être Maxi. Il va avoir des blagues, il va avoir... Mais comme, c'est pas ça qui va fonctionner pour tout le monde, là. Tu sais, Non, c'est pas parce que ça exact. fonctionne pour quelqu'un d'autre que ça devrait fonctionner... que tout le monde devrait se mettre à faire ça, parce que ça va devenir un peu ordinaire aussi. Mais ça veut pas dire non plus que les formules sont pas bonnes, c'est juste qu'il faut vraiment voir est-ce que ça convient à nous. Fait que, excuse-moi, Tout je à sais que c'est... fait. Ouais. Puis là, tu as parlé de. Il y a quelque chose dans ta réponse aussi que tu as nommé. Tu as dit qu'il y a des gens, des entrepreneurs qui disent, par exemple, ouais, mais moi, j'ai pas nécessairement de chiffres, ou en tout cas, tu sais, c'est peut-être moins tangible. Il y a des entrepreneurs qui vivent des transformations profondes avec leurs clients, mais comme c'est pas mesurable, peut-être en dollars ou en pourcentage, ils osent pas le mettre de l'avant. Puis pourtant, des résultats comme de la clarté, un gain de confiance, un sentiment de liberté, c'est loin d'être négligeable, là, on le sait, toi puis moi, mais j'ai envie de t'entendre là-dessus, justement. Comment on peut Mhm. valoriser dans une étude de cas, par exemple, un ressenti de se sentir plus en contrôle, mieux dans notre corps, tu sais, dans une étude de cas, Mhm. comment on peut valoriser ça? Ben, moi, ce que je trouve intéressant des études de cas, puis c'est pour ça que j'aimerais en voir plus, en fait, je vais faire encore un plus un saut en arrière en disant ce qui a fait en sorte que j'ai eu envie à la base de créer Carambole, qui est le nom de mon produit, c'était parce que je voyais beaucoup de gens faire des screenshots un peu douteux de regarde combien mon client a fait grâce au travail qu'il a fait avec moi. Puis ça, je trouve ça un peu dérangeant parce que ça manque de mise en contexte et ça fait en sorte que d'autres personnes vont avoir peur de montrer les résultats de leurs clients. Fait que c'est ça qui me fâche. C'est autant ça manque de mise en contexte la situation X que la situation Y, quelqu'un d'autre n'osera pas parler des résultats qu'il a réussi à atteindre avec son client parce qu'il va se dire, mais voyons, je sais que c'est pas juste grâce à moi. Donc, avec l'étude de cas, on va avoir une mise en contexte. C'était quoi la situation de ton client avant de travailler avec toi? C'était quoi ses enjeux? Qu'est-ce qu'il voulait venir travailler? Qu'est-ce qu'il cherchait? Ensuite de ça, c'est quoi le travail que vous avez fait ensemble? Puis à la fin, toute cette mise en contexte-là, ben là, c'est plus facile d'aller placer, ben, au travers de ça, il va y avoir de la mise en, une meilleure confiance en soi, plus de clarté, qui est des choses qui ont beaucoup de valeur, mais qui vont pouvoir dire, tu sais, c'est pas juste toi comme prestataire de service qui va avoir atteint ça, c'est toi et le client, c'est un travail que vous avez fait ensemble, puis qui prend en compte il était où au départ. Parce que moi, dire mon client, il a fait 20 000 la semaine passée, puis là, c'est comme l'exemple inverse, mais il a fait 20 000 la semaine passée en travaillant avec moi, oui, mais c'était quoi le revenu de la semaine d'avant? Ou c'est quoi, tu sais,
Parce que vous partez de quelque part, puis c'est pas tous les clients qui partent de la même place. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment important de mettre en contexte les résultats. Ça donne beaucoup de crédibilité. Puis après ça, autant des résultats chiffrés que pas chiffrés. Fait que pour moi, ça fait beaucoup de sens de cette façon-là, d'en parler. J'aime que tu expliques que tu racontes en fait comment ton idée t'est venue pour créer Carambole. J'ai le mot fléau qui monte dans ma tête. C'est peut-être un peu fort là, pour imaginer ce que je veux dire, mais tu sais, quelque chose qui est parti comme peut-être d'une petite frustration de ton côté. Tu sais, de voir ça puis de se dire, hey, mais voyons, ça ne dit pas tout ça, tu sais. Derrière Parce ça, que c'est bon. oui, mais c'est un peu comme si on s'attribuait 100% de résultats de nos clients, alors qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte souvent, tu sais. Oui, on peut faire partie tu sais, je pense qu'on peut avoir contribué hein, avec notre accompagnement, mais effectivement, ça m'amène vraiment à me poser une question. Une question qui me vient. Tu parlais de screenshots. Tu sais, souvent, on voit des Oui. screenshots. Hey, mon client vient de m'écrire ça. Tu sais, wow, c'est super, grâce à moi, il a fait ça. Est-ce que tu crois qu'on devrait enseigner aux entrepreneurs à bâtir leurs études de cas dès le départ, ou plutôt euh, leur enseigner de le voir comme une preuve finale? J'explique un peu pourquoi je te pose cette question-là. Là. En même temps, tu peux y réfléchir. Parce que tu parlais de screenshot. Tu sais, j'ai l'impression que screenshot, des notes, des citations, tu sais, toutes des choses que des clients peuvent nous dire en tant qu'entrepreneurs, qui nous font du bien ou qu'on fait comme « Wow! » Moi, j'ai ça, là, j'ai comme un petit dossier où est-ce que je vais mettre ça. Tu sais, je vais classer ça un peu dans un dossier. Mais j'ai publie pas nécessairement. En fait, c'est rare de mon côté que je le fais. Là. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse plus. Je le sais, notamment moi-même. Mais justement, il y en a qui vont spontanément utiliser ça, pas le classer dans un petit dossier, puis qui vont comme le mettre de l'avant spontanément de même, puis c'est tout. Ça s'arrête là. Est-ce que tu penses qu'on devrait enseigner aux entrepreneurs à bâtir leur étude de cas comme ça? Ou plutôt de ramasser tout ça, mettre ça dans un dossier, puis à un moment donné se dire, OK, là, j'utilise ça, puis je fais de quoi, là? Avec un contexte, puis vraiment plus étoffé. Moi, je pense qu'on devrait, en fait, le plus tôt on peut le commencer, le mieux c'est, parce que c'est honnêtement, puis j'avais écrit ça sur ma page de vente, c'est selon moi, une étude de cas, c'est ton contenu gratuit qui va être le plus payant, parce que c'est vraiment le genre de choses qui montrent concrètement qu'est-ce que tu peux apporter avec tes clients. Donc, tu commences, tu te bâtis, tu offres peut-être tes services de façon un petit peu plus test, tu essaies des choses, après ça, bon, tu vois que tu réussis à avoir des bons résultats, ben là, moi, je t'encouragerais tout de suite à aller créer peut-être une première étude de cas, puis t'en referas une dans 1 an ou t'en referas une autre dans 6 mois, mais ce genre de contenu-là, c'est du contenu qui va travailler pour toi à long terme, honnêtement. Puis pour quelqu'un qui a de la difficulté peut-être à bâtir sa notoriété, sa crédibilité, bien ça, c'est le genre de choses qui vont l'aider à mettre de l'avant. Fait que je pense que oui, ça devrait être quelque chose de bâti, de bien structuré, qu'on aurait quand même assez rapidement dans notre entreprise, mais rien n'empêche de aussi avoir ton swipe file, là, ton petit dossier que tu as, que je garde moi aussi, puis que c'est tous les beaux commentaires que je reçois, puis que je le garde en fait pour moi parce que ça me fait plaisir à lire, que je vais pas souvent les voir, mais je pense que ça devrait pas juste être fait 1 an plus tard, ça peut être fait pendant que tu le fais aussi. Fait que, tu sais, il n'y a pas de réponse parfaite, mais je pense que ça s'adresse pas juste à du monde qui ont full expérience, là, tu sais. Si tu veux une petite poussée pour t'aider à avancer, prends des clients que tu sers déjà, puis fais tes premières études. Puis tu sais, moi, je pense que j'ai l'impression, en tout cas, tu me corrigeras, Rosalie, si je me trompe, là, quand on pense aux études de cas, je trouve qu'on pense surtout au lecteur, à la personne qui va consommer cette étude de cas-là. J'oserais même dire à la personne qui va être inspirée par ce récit d'études de cas-là. Mais est-ce que ça pourrait pas être aussi un exercice qui nourrit l'entrepreneur, qui l'écrit, qui l'aide un petit peu à mieux voir sa propre valeur aussi? Tu parlais de crédibilité, de notoriété, ça peut aider à propulser, mais est-ce que ça a un impact sur l'entrepreneur aussi de faire ça? Ben définitivement, c'est sûr que tu te sens plus confiant, t'as plus d'arguments, ça te permet de voir concrètement qu'est-ce que t'as aidé la personne à atteindre. Fait que c'est sûr que c'est un exercice qui va être gratifiant pour la personne, mais ça peut même l'être pour le client que t'as aidé aussi, si c'est du contenu que tu partages par la suite, que tu montres, peu importe les résultats que la personne a eu. Je pense que ça peut être positif pour tout le monde, fait qu'effectivement pour la personne qui lit, mais c'est un beau processus. Puis
t'as pas besoin d'en faire 56, là, mais tu sais, quand tu prends le temps d'en faire une comme il faut, puis d'avoir ces questions-là, ces résultats-là, c'est gratifiant, puis c'est le fun. Puis ça se peut qu'il y ait des réponses qui te plaisent pas non plus, parce qu'il veut pas, il y a de la collecte d'informations à travers ce travail-là. Tu sais, par exemple, moi, après chaque mandat, je vais demander à la personne, ben, qu'est-ce que t'as aimé? T'as-tu des commentaires constructifs? C'est que ça se peut que dans le commentaire constructif, t'aies des petites affaires que tu trouves un petit peu plus dures à entendre. Mais en même temps, tu sais, c'est tout le temps dans une espèce de quête de s'améliorer, puis de faire en sorte qu'on offre des meilleurs services, puis faut le voir de cette façon-là, en mettant un petit peu notre ego de côté. Je pense que comme entrepreneur, il faut avoir de l'ego, mais en même temps, des fois, il faut le mettre de côté. Fait que, ouais. Je trouve après chaque mandat, tu sais, je vais aller faire une évaluation. En tout cas, je vais demander à mes clients, tu sais, d'évaluer le service qu'ils ont reçu avec moi. C'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs font, en fait, je pense. En tout cas, moi, je le fais aussi. Tu sais, on le fait, puis justement, on cumule tous ces avis-là à quelque part dans un dossier. Moi, c'est sur Typeform. Il y en a d'autres qui mettent ça dans plein d'autres dossiers, tu sais. Je trouve ça intéressant en expliquer un peu le processus de comment tu fonctionnes, de se rendre compte qu'on a déjà sûrement, entrepreneurs, en main, peut-être déjà tout ce qu'il faut. Ça demanderait peut-être même pas de faire des pieds et des mains là, pour aller récolter. Quand tu parles de récolte d'informations, j'ai envie de t'entendre là-dessus, là, en termes de processus, de temps, tout ça, comment ça se passe pour qu'on comprenne bien qu'on a peut-être déjà toutes les pièces du casse-tête, puis qu'il suffit peut-être juste de le rassembler, en fait. Oui, ben en fait, c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu plus de travail à faire que pour aller chercher des témoignages. Parce que témoignage, ça va être écrit, un témoignage, mais une photo, dis-moi si je peux l'utiliser. Versus la collecte d'informations pour une étude de cas, on va demander effectivement plus de mise en contexte. Donc, on va demander à la personne, tu sais, qu'est-ce qu'elle cherchait, tout ça. Fait qu'il peut avoir, et là, je m'excuse pour les gens qui écoutent, je suis enrhumée. Fait que là, je fais juste... Parfait. Gros mois de septembre. Oui, c'est ça, le retour à la garderie de mon petit garçon. Donc c'est ça. Fait qu'il peut avoir un genre de questionnaire que tu remplis avec quelques questions que tu as choisies. Moi, j'en fournis dans mon petit produit, mais si jamais tu décides de pas aller en chercher, fais juste trouver une structure, quelque chose que tu veux raconter, mais sache qu'il faut que ça mette en contexte la personne sur c'était quoi ta situation avant de travailler avec toi, c'est quoi qu'elle cherchait, qu'est-ce qu'elle est venue chercher ou cherchait, mettons, de façon générale, pourquoi est-ce qu'elle a choisi de travailler avec toi, c'est quoi que vous avez fait ensemble, puis au final, c'est quoi les résultats qu'elle a obtenus. Fait qu'en gros, c'est ça que tu as besoin dans ton étude de cas. Fait qu'après ça, tu poses des questions autour de ça, puis ça peut être fait, comme j'ai dit, dans un questionnaire que la personne remplit, ou ça peut être fait avec une rencontre au téléphone ou par visioconférence pour raconter pour que la personne elle te raconte qu'est-ce qu'elle te dit. Les deux options sont bonnes, ils ont leur pour, ils ont leur contre chacune. Si tu choisis de faire la vidéo, tu peux aller prendre la transcription après ça, tu sais, t'aider à te faire des points, des choses. Tu sais, il y a vraiment comme plusieurs façons de fonctionner selon c'est quoi que tu préfères, mais c'est sûr que ça te prend un petit peu plus d'informations que ce que tu as dans ton témoignage. Puis, ben, si jamais tu n'as pas tout ce qu'il faut, mais tu sais que tu as un client dans ta tête que tu aimerais faire une étude de cas, ben, relance-le, écris-lui, puis dis-lui, hey, j'aimerais ça faire une étude de cas. Puis souvent, les gens, ça leur tente d'embarquer là-dedans, surtout s'ils ont une belle expérience positive. Ça vaut la peine de l'essayer pour aller collecter ces informations-là de plus. J'ai l'impression que dans ce que tu dis, ce qui manque souvent, dans cette récolte peut-être de données-là, ou dans les témoignages qu'on va récolter, c'est cette fameuse mise en contexte-là, je trouve, qui est méga importante et qui permet justement de faire, je pense, la part des choses. C'est dur, je pense, de tracer une ligne, là, par contre, là, tu sais, de oui. Qu'est-ce qui provient de quelle expertise, de quel entrepreneur, là, tu sais, dans les accompagnements, parce que des fois aussi, il y en a plusieurs, là, qui vont aider... qui vont travailler ensemble, tu sais, en collaboration et tout ça, fait que la ligne est quand même mince, mais je pense que cette mise en contexte-là permet vraiment de, je dirais, être plus équitable dans parce que c'est toujours une question d'effet cumulé, tu sais. J'aimerais ça dire que tout le monde a les mêmes chances de réussir, mais il y a tout le temps des choses qui vont venir aider quelqu'un d'autre, qui va privilégier. Tu sais, puis là, on va pas rentrer là-dedans dans toute la question de privilège, parce que ça serait très long et interminable. Mais tu sais,
faut pas oublier que la personne, elle a des outils de son côté, des choses qu'elle a déjà mis en place qui l'aident à aller atteindre ses objectifs. Puis je pense que c'est important, cette mise en contexte-là. Mais aussi, c'est quoi que vous avez fait ensemble? Tu sais, par exemple, je pourrais dire, j'ai fait un inventaire de la valeur étant comme mon service principal, mais inventaire de la valeur, ça reste large. OK, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a retravaillé sa page de vente, on est allé ajouter plus de bénéfices, on a préparé un plan de communication pour qu'elle ait adressé des sujets. Tu sais, ça, c'est beaucoup plus concret que juste j'ai fait l'inventaire de la valeur avec Rosalie, je suis vraiment satisfaite parce que j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est pas ça qu'on va aller chercher, c'est concrètement c'est quoi que vous avez fait ensemble. Ouais, puis d'aller faire ressortir je veux dire, c'est bienfaits qui Oui, soient utilitaires, émotionnels ou des fois exactement. sociaux aussi, très concrets, qui soient plus parlants. Là, tu sais bien que moi, le storytelling, j'en mange, puis il y a de beaux liens à faire entre le storytelling puis les études de cas. Puis dans ma méthode à moi, dans l'univers de la voisine, j'aide mes clients à faire ressortir ce que j'appelle leur pépite de connexion. Donc, aller identifier dans un premier temps leurs pépites de connexion. Bon, que ce soit les valeurs, que ce soit le fameux why, le combat, les opposants, les alliés. Tu sais, bon, il y en a 10. Toi, quand tu accompagnes quelqu'un, je vais dire à rédiger une étude de cas, mais en tout cas, de la manière que tu as conçu Carambole, ton petit produit, est-ce que tu observes ces éléments-là aussi qui sont importants à faire émerger dans les récits? Parce qu'une étude de cas, toi, t'as envie de rendre ça vraiment comme un récit, le fun à lire, là. Mhm. Ben, définitivement. Là, j'oublie le nom, mais je suis certaine que les pépites, ça va un peu comme dans le récit du héros, là, tu sais, Ouais, que la ouais, personne ouais. traverse, Le il va avoir schéma des narratif, défis, va avoir, oui, un exactement, combat, des comme, opposants, des alliés. exactement, Tout à fait, tout à fait. Un bout exactement. de Moi, je vois chemin. toujours Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, qui part de la contrée, mais là, quand il revient, à la fin, il est changé, il est plus pareil, tu sais, il y a eu Grande des mentors. transformation. Mhm. Exactement. Donc, moi, je On pense à est en ça, même mais place, Rosalie. Mais c'est sûr qu'il faut le voir comme ça quand on pense à nos clients. Puis souvent, effectivement, on va le faire, mettons, pour nous, mais plus qu'est-ce que notre client, de où il est parti. Donc, veux pas, ça va dans cette situation-là. C'était quoi les outils qu'il avait en main. Ensuite de ça, ben, toi, t'es un petit peu le mentor de cette personne-là. Puis c'est quoi les étapes qu'elle a transférées? Ça a été quoi son grand combat de la fin? T'sais? Fait que veux pas, oui, ce sont des Mhm. choses qui font partie, qui imagent bien aussi, puis qui font en sorte que veux pas, ben, tu sais, dans le fond, c'est pas toi le héros, c'est ton client le héros, puis comment est-ce que toi tu l'accompagnes à travers ça, puis ça change beaucoup la perspective. Fait que je trouve ça, oui, définitivement. C'est sûr que je l'ai pas bâti autour de ça, mais moi je fonctionne beaucoup comme ça parce que je trouve que c'est important de se rappeler que c'est tu sais, oui, on veut tout être le personnage principal de notre histoire, mais quand on vient en prestation de service, on est le mentor ou on est la personne qui conseille puis qui aide la personne à traverser ses propres enjeux et défis. T'sais. Yes, j'adore. Puis tu vois, je fais un lien avec ce que tu disais du fameux screenshot. Justement, là, je vois un lien fort, tu sais, quand tu dis on n'est pas c'est pas nous le héros du récit, c'est le client, tu sais, qui est passé du point A jusqu'à Z, peut-être de l'alphabet, bref, qui a vécu une transformation et c'est ça qu'on doit davantage mettre de l'avant. Puis bon, tout à coup, je vois le lien avec le screenshot que j'ai l'impression que c'est dans une attitude d'ego, d'héros, justement, quand on publie ça, alors qu'on devrait vraiment le prendre de l'autre côté, de l'autre sens. Mhm. C'est un point super important que tu apportes là. Ouais. Vraiment. Puis, c'est Merci. facile, je pense, de tomber dans le piège de, tu sais, je vais tout expliquer pour que ça soit convaincant. Mais c'est pas toujours ça qui connecte avec la personne qui nous lit. Si un entrepreneur nous écoute puis qui s'apprête à rédiger sa première étude de cas, qu'est-ce qu'il doit à tout prix éviter? C'est quoi la plus grosse erreur à ne pas commettre, Hmm. selon toi? La plus grosse erreur, selon moi, puis c'est ce que je vois beaucoup malheureusement, c'est de lister des faits ou de faire une liste d'épicerie. Honnêtement, pour moi, ça c'est un peu plate. Puis effectivement, tu juste tomber dans essayer
de faire du wow. En même temps, je sais que les gens qui me suivent vont peut-être plus être gênés puis avoir peur de montrer des résultats. Puis à ces personnes-là, j'aurais envie de dire d'avoir confiance en fait au processus de l'étude de cas, que c'est quelque chose qui met en contexte puis d'utiliser ça pour se rassurer un petit peu que le moyen, il fait en sorte qu'on comprend mieux d'où la personne vient puis que t'es pas en train de t'approprier tous ces résultats. Donc, ça serait les deux choses que je dirais. Autant pour la personne qui fait juste une liste d'épicerie, raconte une histoire, essaie de faire en sorte que ça soit le fun à lire. C'est pas juste une obligation, ça peut être plaisant. Puis à l'autre, ben c'est vas-y, fonce. Mais effectivement, tu sais, ça peut être très long. À ce moment-là, assure-toi juste que chacune de tes phrases soit en fait mène vers quelque chose. Puis ça, je pense qu'en rédaction, on devrait toujours se poser la question-là. Tu sais, je reviens à l'école, on devait écrire 500 mots, il fallait qu'on fasse des phrases de feeling pour faire en sorte qu'on ait assez de mots, puis tout ça, puis que ça soit le... Mais c'est pas ça, là, en ce moment. On n'est pas obligé de faire un nombre de mots. Assure-toi juste que chaque phrase a sa place, puis mène vers quelque chose d'autre. En storytelling, c'est connu, c'est étudié, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le cerveau humain, il retient vraiment plus mieux les histoires que les faits. Hein? Puis tu l'as dit, tu sais, une des erreurs, c'est de faire une liste de faits, justement. Puis pourtant, justement, dans les études de cas, on continue souvent de mettre 90%, là j'invente un pourcentage, on s'entend, mais beaucoup de pourcentage de notre énergie dans des résultats chiffrés. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe quand on injecte un peu d'histoire, un peu de storytelling, et là, je dirais un peu d'émotion, parce qu'il y a ça hein, qui derrière tout ça, dans une étude de cas, qu'est-ce que ça change pour le lecteur, outre le fait d'avoir plus de plaisir puis peut-être le lire jusqu'à la fin, là, qu'est-ce que ça peut lui apporter? J'allais dire, ça, c'est un méchant gros point. On peut-tu en parler? Qu'on ait... Il y a tellement du monde qui aime pas lire. On peut-tu arrêter de faire des choses plates? Comme ça, pour moi, c'est vraiment important. Non, mais on peut-tu arrêter de s'écrire des choses plates? Comme il y a tellement de contenu sur le web, il y a tellement de choses que tu vois partout, des affaires, on peut-tu faire quelque chose de le fun, qui est le fun à lire, que c'est pas trop dur à comprendre? Ça, pour moi, c'est vraiment important. Ça fait en sorte que quand c'est plus facile à lire, t'as plus de chances que la personne le lise. Tu le fais pas pour rien, là. Tu veux que la personne le lise. T'as plus envie de le partager, c'est moins boring, t'as plus envie de le mettre de l'avant. Puis c'est sûr, comme tu l'as dit, que ça marque plus l'esprit quand on met en contexte, quand il y a une histoire, puis tout ça. Ça a-tu besoin d'être extrêmement romancé? Non, ça n'a pas besoin, mais ça peut être le fun à lire. Puis moi, c'est ce que je suis tannée de voir, c'est des... je pense que de plus en plus sur le web, on va voir justement des entrepreneurs qui écrivent moins de façon plate, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Puis c'est pas de notre faute, c'est un peu comme ça qu'on a été conditionné à écrire. Mais là, c'est ça. Faisons des choses qui nous ressemblent puis qui sont le fun à lire. Pour moi, c'est ça le point. Si les gens le lisent pas, ça sert à rien que tu le fasses. J'adore ça quand tu t'insurges comme ça. Je dois le dire. Puis tu sais, j'ai envie de réagir en disant que je pense que c'est peut-être plus facile, justement. C'est peut-être la facilité, là, tu sais, qui prône, c'est-à-dire que c'est bien plus facile, là, de lister des faits, puis ça nous demande pas une grande créativité, ça nous demande beaucoup moins d'efforts, tu sais. Il y a peut-être ce côté-là aussi. Puis d'un autre côté, je me demande, on nous, je vais dire, on nous garoche. C'est pas le bon mot, mais on nous met beaucoup d'en face des histoires de réussite spectaculaires, hein? Que je pense que ça peut peut-être, pour certains types de personnalités, beaucoup les freiner. Hein? La comparaison peut sûrement vite prendre de la vitesse. Pour eux, tantôt, tu disais, sûrement que les gens qui me suivent davantage seraient peut-être plus du genre à avoir plus de difficultés, peut-être avoir à des mettre malaises, loin de l'avant, en valeur les résultats, l'accompagnement qu'ils ont pu faire, puis avec leurs clients, tu sais. C'est quand on voit justement des super success stories, là, tu sais, qu'on a l'impression que quand on regarde notre histoire, que c'est peut-être pas super extraordinaire, nous, ce qu'on a réussi à aller chercher avec nos clients, tu sais. Fait que c'est... Colin, comment on fait pour... la grande question, comment on fait pour se donner plus confiance quand on se compare aux grands? Puis ces grands-là, justement, je fais l'hypothèse que peut-être que cette mise en contexte-là aussi n'est pas toujours au rendez-vous, d'ailleurs. Là, je fais des liens avec ce qu'on vient de jaser.
c'est peut-être Ben, elle manquant, va justement. l'être parfois, mais d'autres fois, elle va peut-être être le moins, mais en même temps, il faut se donner la chance de commencer, il faut se donner la chance tu sais, à un moment donné, si on a juste peur parce qu'on se dit je suis pas à la hauteur de X ou Y, ben on le fait pas. Là, faisons-le, donnons-nous la chance de le vivre, le processus, de l'essayer, d'aller collecter les informations. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas médecin, là, je change pas de cœur, moi, là. Je veux dire, j'aimerais vraiment ça avoir des études de cas où j'ai sauvé la vie de quelqu'un, ça l'arrivera pas, là, tu sais. Fait que je peux toujours me comparer à vraiment mieux, mais en même temps, Mhm. un bon morceau de contenu qui raconte une vraie histoire va t'aider quand même à être beaucoup plus crédible que pas du tout. Fait que fais-le, donne-toi la chance de commencer si c'est ton cas, d'en faire quelques-uns, puis quelques-uns, ça serait suffisant. Puis tu sais, tu verras là dans 1 an, dans 2 ans où est-ce que tu vas en être. Puis tu sais, on est tous là pour s'améliorer aussi. Puis moi, j'ai l'impression qu'en faisant ce processus-là, il y a des choses peut-être que l'entrepreneur n'avait pas vues avant, qui est Mhm. extraordinaire, mais qui était sous ses yeux, mais que en le faisant pas, il se coupait de ça, tu sais. Mais qu'en le faisant, aïe, aïe, j'imagine, je sais pas si t'as déjà accompagné des clients qui étaient agréablement surpris de voir qu'est-ce qui aurait pu ressortir de cette collecte de données-là, puis faire comme, ah, une chance, j'ai fait ça, parce que j'aurais jamais catché Ouais. que j'avais ce résultat-là, cet impact-là chez les clients que j'accompagne, c'est quand même pas négligeable, tu sais. Mais c'est beaucoup, moi, quand je vais travailler le pricing, que je vais aider la personne à voir à quel point elle a d'un impact qui est plus large que ce qu'elle pense. Mhm. Fait que tous ces exercices-là qui vont t'aider à comprendre l'impact, c'est des choses qui vont t'aider justement à augmenter la valeur perçue, avoir plus d'arguments pour présenter ce que tu as à vendre, mais tout ça, mais il faut que tu fasses le travail de réflexion. Puis des fois, on veut pas trop parce qu'on a peur, parce qu'on a des blocages, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui nous fait avancer concrètement versus livrer quelque chose à un client. Mais tant qu'on prend pas le temps de s'asseoir puis vraiment faire un tour de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on offre, que ce soit dans des expériences passées avec des clients via des études de cas ou que ce soit d'une autre façon, avec des histoires, des récits, peu importe, ben tu t'en rends pas compte, tu le fais pas le travail de réflexion. Fait que je pense que c'est important de commencer par là. Puis effectivement, c'est sûr que les gens ils apprennent plein de choses. Peu importe, là, tu t'en sors quand même avec des points qui t'aident à avancer. Ah, je suis persuadée de ça parce que, tu sais, quand on a le nez collé à notre projet, quand on dit on a le nez collé au projet avec nous-mêmes, l'image perçue qu'on a de nous est toujours, plus souvent en tout cas, malheureusement, plus basse que haute, là, on va se dire ça. Donc, je pense que dans le processus, effectivement, ça peut être très enrichissant, ça peut être très formateur de le faire aussi pour soi-même. J'ai cette impression. Mhm. Puis là, tu as dit quelque chose, là, tu as dit, ah, tu sais, d'aller voir dans le passé avec peut-être d'anciens clients. Mais admettons qu'on a une étude de cas existante qui est là, qui traîne ou qui est tablettée, est correcte, mais elle est pas mémorable, mettons. C'est quoi le premier élément à revoir pour lui redonner un petit peu Hmm. plus de vie puis de connexion à notre étude de cas? Y a-t-il quelque chose que... Ça dépend de quoi ça a l'air, là, mais j'irais juste mettre un petit peu plus d'histoire autour, de mise en contexte, de juste s'assurer que c'est plaisant à lire, que ça te ressemble. C'est ça que j'irais faire comme travail. Puis ce qui pourrait être intéressant, en plus, si tu as le temps et l'énergie, c'est peut-être de revoir avec la personne que tu as servi où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Puis ça pourrait être un beau travail d'ajout, Mhm. de refaire une mise à jour de cet exercice-là. Ouais. Là, tu parles de mise à jour, je me dis, OK, on a une étude de cas, on la met à jour, on l'avait tablettée, ou en tout cas, ça fait longtemps qu'elle est publiée à quelque part, genre sur notre blog, mettons qu'on a un blog. Comment on peut réactiver ça aussi en termes de diffusion? As-tu Hmm. des trucs par rapport à ça? On peut-tu diffuser une étude de cas partout? Y a-tu des formats de Oui. prédilection? Ben, c'est sûr que ce que je vais voir plus souvent, ça va être, par exemple, sur ton site Internet avec un onglet études de cas. Puis là, tu vas à l'intérieur de ça, Mhm. puis tu vas voir justement différentes situations. Moi, si tu as un site Internet et que tu as la possibilité d'aller ajouter cet onglet-là, je t'encourage à le faire. Après ça, si tu l'as pas, c'est pas obligé. Tu peux en faire un document PDF que tu envoies avec tes offres de service à tes clients. Tu peux en faire un sujet d'infolettre et tu fais en sorte que la personne puisse aller en fait cliquer pour aller lire ailleurs. Tu peux aussi, tu sais, ça peut être mon infolette
juste de cette étude de cas-là, mais ça peut être juste, hey, ça, je fais un clin d'œil à ce client-là avec qui j'ai travaillé il y a 2 ans et j'en reparle. Ça peut être des contenus, ça peut, tu sais, il y a vraiment plusieurs façons de le faire, mais effectivement, une fois que tu le fais, tu fais pas juste le mettre sur ton site. Oui, tu peux faire ça, mais tu peux, tu sais, il y a même des gens qui pourraient aller jusqu'à mettre de la pub là-dessus. Est-ce que je t'encourage à le faire au jour 1 puis à mettre ton budget, tout ton argent? Non, ça doit être de l'argent qui est quand même euh, que tu serais prêt à ne plus Perdre. jamais revoir. Ah oui, Oui. exactement. Mais, tu sais, il faut vraiment le voir comme, je pense, quelque chose que tu peux ramener et reparler, puisque ça, c'est une autre erreur qu'on va voir beaucoup, c'est que on les met là, puis on n'y repense plus jamais, alors que, ben, pourtant, il y a beaucoup de possibilités d'en parler. Je suis allée zioter, hein, ton petit produit carambole. Je le répète, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très concret, très truc pratico-pratique, tu sais, justement. S'il y avait un seul truc pratico-pratique, un petit truc pratico-pratique à ne pas oublier pour toute bonne étude de cas, ça serait quoi? Hmm. On dirait que je me répète. Euh, J'irais vraiment avec le fait de pas oublier qu'on parle à quelqu'un, Mm. puis que c'est une histoire qui peut être intéressante à lire. Puis je pense que c'est ça que j'ai vraiment envie que les gens Mm. retiennent. Tu sais, je veux dire, le nom Carambole, j'ai allé avec des couleurs complètement flash, pas d'allure. J'ai le goût que ça soit quelque chose qui, tu sais, que tu prennes plaisir aussi à faire. Fait que, ouais, je pense que c'est ça que j'ai envie que les gens retiennent, c'est que c'est pas quelque chose de plate. Puis tu dis flash qui a pas d'allure. On sent quand même la continuité de ton univers. En termes de couleur flash, je sais de quoi je parle parce que j'ai un jaune flash, pas pire quand même, pas à peu près. Oui, Toi aussi, c'est dans le jaune d'ailleurs, j'ai remarqué cet élément-là, mais un jaune un petit peu, quand même, un petit peu plus tempéré, on va se dire, mais oui. qui est peut-être flash comparativement à tes couleurs habituelles qui sont très Oui, douces. C'est pour exactement. ça que tu Oui, dis oui, ça, c'est pour là. ça. Oui. Parce que, tu sais, j'étais comme, OK, puis en plus, tu sais, le tagline, c'est des études de cas croquantes, Savoureuse, payantes, en tout cas, peu importe, savoureuses, en tout cas, peu importe, là, tu sais, j'ai le juteuse. coup envie que ça soit juteuse, ouais, c'est ça, je suis Mhm. allée jusque-là. Mais tu sais, ce que je veux, c'est vraiment comme quelque chose de coloré pour un peu clasher avec l'espèce d'image plate qu'on a des études de cas. Fait que je pense que c'est ça. C'est quelque chose qui est le fun à lire, puis qui a pas besoin d'être plate. Puis à l'intérieur de ce produit-là, t'as tout ce qu'il faut pour la faire de façon quand même assez rapide. Fait que donne-toi la chance de le faire, d'en faire juste une pour commencer. T'es pas obligé d'en faire 15, une ou deux. Puis après ça, ça te fait un contenu que tu peux réutiliser à l'infini. Je vois tellement le potentiel des pépites de connexion là-dedans parce que on en parlait tantôt, tu sais, on veut amener la personne qui lit, mais la personne qui est la vedette, le héros de cette histoire-là, c'est le client. Tu sais, on veut l'amener du point A au point B ou en tout cas à la lettre qu'on voudra bien. Donc, ce héros-là va passer à travers toutes sortes de situations, dont une frustration potentielle ou un désir. Il va avoir un combat, puis il va avoir des opposants qui vont arriver, assurément. Puis à travers ça, ben, il va avoir un allié, mais l'allié, c'est supposé d'être toi. Dans Oui. cette histoire-là, c'est toi, l'entrepreneur, qui est arrivé comme, bon, je vais dire, à la rescousse pour l'aider sur certains éléments, tu sais, clés. Et ensuite de ça, il va avoir une épiphanie, tu sais, une grande prise de conscience et une transformation. Ces pépites-là sont dans la fonderie, mon petit produit. Et quand on se questionne là-dessus, ça nous fait, je pense, en tout cas, un bon bout de chemin. Euh, comprendre l'importance, oui, pour soi, personnellement, de façon introspective, mais aussi cette transformation-là vécue chez ceux qu'on accompagne. Et ces pépites-là peuvent être tellement dans une étude de cas comme dans tellement d'autres formats, là. Tu sais, j'en jasais avec Émilie Laliberté, notre amie commune, tu sais, ça peut aussi être injecté dans le son, dans l'audio branding. Donc, c'est franchement fascinant. Ça me fait toujours plaisir de voir à quel point ces pépites-là sont universelles. C'est Mhm. universel, puis on peut les injecter un peu partout. Rosalie, les gens là qui trippent au bout en nous écoutant, puis qui se disent « Oh mon Dieu, j'en prendrais plus de Rosalie », ou les gens, tu as envie de les envoyer pour connecter
avec toi? Sur C'est mon où le infolette. quotidien, là? Ouais, toi, C'est sur là ton infolette. mon infolette, donc Rosalie Côté / infolettre. Euh, c'est là où je vais faire plus de contenu long, plus réfléchi. C'est sûr que je suis sur Instagram aussi, fait que je vais faire des stories une fois de temps en temps, hein, des petites publications très simples. Mais mon infolettre, c'est là et je dirais du partage très authentique, des fois des belles affaires, des fois des moins belles. Mais je suis pas là pour te vendre plein de choses à chaque jour. Quoique, au jour 29 du cabinet des curiosités, je suis probablement en train de te vendre plein de choses, mais c'est pas toujours comme ça, je te rassure. Donc ouais, je te dirais que c'est là la meilleure place pour me rejoindre. Ah, je le confirme. Ton infolette, c'est du bonbon à lire et très attendu. Je suis pas la seule à le dire. Puis, effectivement, j'ai vu ton rôle hein, dans le cabinet des curiosités à l'édition 1 parce que c'est ta deuxième édition. Parlons-en un petit peu avant de se quitter, justement, de cette édition-là. Ton rôle cette année a pris un petit peu plus de, je vais dire, de place, hein, quand même, dans le cabinet. L'année passée, tu étais une participante au même titre que les autres. Mais là, cette année, c'est quoi le titre qu'on t'a donné? On dit-tu Je suis marraine? curatrice. Ouais, Curatrice. curatrice et marraine. OK, Donc, deux je titres. sais pas cette année qu'est-ce qui m'a pris. J'ai décidé que je faisais tout en même temps. Il y a Julia aussi qui est curatrice et marraine. C'est quoi ça, Dans le curatrice fond, marraine, là, pour les gens qui comprennent pas curatrice, trop, en ouais? fait, moi, c'est que j'ai participé au recrutement des produits. Donc, tu sais, on s'était parlé justement au départ, Oui. donc au recrutement des bondelistes. Et ben, justement, j'anime une journée de conférence qui, dans la passée, en ce moment, vous écoutez, mais dans la passée Galerie des raccourcis. Donc, on a un petit peu plus de visibilité, mais c'est sûr qu'ils nous ont demandé un petit peu plus de travail aussi. Puis, on a été sélectionnés là, tu sais, pour les performance l'année passée ou pour la taille de notre audience. Définitivement, moi, pour la performance l'année passée, parce que je pense que je Mémorable. suis celle avec Mémorable. la plus petite audience là, dans les curateurs. Fait que j'ai été vraiment touchée qu'on m'invite. Donc, c'est ça. Puis, marraine, c'est un travail qui est 100% je vais dire bénévole. Donc, notre but, c'était vraiment juste de partager des conseils pour les personnes qui, c'est peut-être leur premier lancement, c'est peut-être la première fois qu'ils participent à un bundle, c'est quoi qu'il faut savoir. On a parlé autant de la vente, c'est quoi des techniques de vente que tu peux essayer quand tu as une petite audience, que la technologie ou de... On a beaucoup aussi parlé d'objectifs. C'est quoi ton objectif en faisant le cabinet des curiosités? Puis comment est-ce que tu peux atteindre cet objectif-là? Parce qu'on n'est pas toutes là pour les mêmes raisons. Fait que, ouais, ça a été très énergivore, je dirais, mais en même temps, pour moi, ça fait en sorte que l'expérience est assez complète, puis ça me permet de connecter parce que c'est extrêmement beaucoup de gens qui Oui, font partie disons-le. des bondelistes. Ouais. Ouais. Puis ça peut devenir vite overwhelming. Puis moi, je suis pas celle qui va répondre à tout le monde, qui va parler à tout le monde. Je me connais et aujourd'hui, j'apprécie ça. L'année passée, je trouvais ça un petit peu plus difficile parce que j'avais Mhm. l'impression de passer à côté de l'expérience. Mhm. Mais d'être marraine, ça m'a permis de partager sans non plus tomber dans peut-être une partie où pour moi c'est plus difficile de participer ou d'apporter parce que répondre aux messages, je suis pas capable. C'est Eh pas ben, moi, c'est trop pour moi. Ouais. ouais, c'est trop. Ben, on va se le dire, à 124, Ouais. là, bonne des listes qui partagent du contenu sur plein de canaux, plein de médias sociaux, partout à la fois. On peut pas suivre tout ça. Tu sais, Mm-hmm. je pense à Alex Martel qui disait hier, bon, là, ça fait je sais pas combien d'heures que je fais que ça à temps plein. Je tire la plug pour aujourd'hui. Bye, gang! Tu sais, parce que Ouais. effectivement, c'est prenant. Ouais, il faut se protéger là-dedans, Puis ça, c'est effectivement. Alex qui probablement a bloqué des semaines de travail pour ça. Alors qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui... puis je veux dire, Alex a aussi d'autres choses à faire on the side, là, mais tu sais, Ouais, on va pas j'imagine. tous se bloquer 2 semaines de travail qu'on fait rien d'autre que ça. Il y en a Que qui vont ça. avoir des mandats à livrer, qui vont avoir des clients à servir. Puis ça, ces Tout à gens-là, fait. ils ont besoin de faire des sous, ils peuvent pas juste se baser sur le cabinet. Fait que tu sais, je pense qu'il faut être capable d'écouter notre rythme. Puis à ces personnes-là, ben j'espère vraiment, via notre discussion qu'on a eue parrain-marraine, leur avoir apporté des gardes, c'est pas grave, tu feras pas tout en même temps, puis c'est correct. Choisis ce Ouais. que tu as envie de vivre, puis fais-le à la hauteur de ce que tu es capable. Ouais, il n'y a pas de pression de part et d'autre, autant entre les bonnes des listes qu'avec, en tout cas, moi, c'est mon souhait, là. C'est pas juste un souhait, c'est une intention, là, Mhm. de pas avoir de pression du tout de part et d'autre. Avec moi-même, avec mes abonnés, les gens qui sont dans mon réseau, dans ma communauté aussi. Fait que j'aime ça t'entendre dire ça. Puis je le répète, je l'ai dit dans mon infolettre, t'as été une inspiration vraiment qui m'a permis vraiment de voir cette expérience-là d'un œil différent.
Non pas que je voyais ça de façon négative, mais je me questionnais à savoir comment ça se passe, c'est quoi exactement le cabinet des curiosités, puis de te suivre, ça a été de voir comment tu t'es positionné, ça, je le dis, je le répète, je l'ai même mentionné sur d'autres podcasts. Les oreilles ont peut-être scellé, Rosalie, mais t'as été bien inspirante de voir, c'est ça, une personne que j'admire beaucoup, qui a pas, on s'entend, là, une communauté à tout casser. T'étais pas dans les entrepreneurs vedettes, là, la première édition. Là, tu l'as un peu plus dans la deuxième, disons-là, mais dans la première, là, tu l'étais moins, tu sais. Mais je pense que ça m'a permis, veux pas, de montrer aux plus gros joueurs que, OK, il est capable de faire quelque chose. Fait que c'est sûr que pour moi, ça m'a ouvert des portes par la suite. Ça continue de m'en ouvrir. Mais oui, effectivement, selon la taille de mon audience, encore aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Puis cette année, je me suis fixé un plus gros objectif. Et je suis comme, je sais pas, tu sais, ça a comme pas de bon sens, là. Ça a vraiment pas de bon sens. Fait qu'on verra. On verra ce que ça va donner. Mais, tu sais, que je réussisse ou pas, peut-être que ça va être dur pour l'ego, mais en même temps, faisons les efforts pour être en mesure d'atteindre nos objectifs. Puis au pire, on l'aura pas. C'est pas grave. Là, je t'enverrai cet extrait-là de l'épisode quand le 29 ça sortira. Puis, tu pourras faire le décompte. Je sais pas si tu prévois faire le décompte comme l'année passée de tes ventes, mais tu pourras faire mise à jour de où est-ce que tu en es rendu, si ton objectif est atteint, peut-être déjà le 29. En fait, pour les gens qui nous écoutent, ils peuvent aller sur rosaliecoté.com/go40, puis là, ils vont avoir combien de ventes que je suis rendue. Ah, tu mets le décompte? Ah, j'adore! Tu vas le voir plus tard, là, t'as une exclusivité, mais les gens qui nous écoutent le 29 septembre, ils vont savoir où est-ce que je suis rendue. Bon, ben tout le monde va aller là le 29. Ah, c'est ça. J'adore. Rosalie, merci. Merci tellement pour la belle jazz. Merci de t'être invitée sur mon podcast. J'adore, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Surtout quand il est question de transformer quelque chose, je vais dire, de technique en quelque chose de connexion humaine. On va se le dire. Le but de ton petit produit, c'est de connecter humainement, de rendre ça plus le fun, plus plaisant. Et si jamais, tu nous écoutes puis que tu sens l'élan de revisiter tes études de cas ou de faire peut-être ta première ou de l'écrire autrement, peut-être en injectant un peu de storytelling aussi, c'est sûr que je te recommande le produit de Rosalie, Carambole, il y a comme un jeu de mots, K pour études de cas et Rambole comme le fruit. Comme le fruit. Ouais, c'est un petit produit hyper concret pour l'avoir zioté, là. C'est simple à suivre. Comme toujours, tes petits produits sont simples à suivre étape par étape. Tu nous prends par la main. Ça aide à construire des études de cas qui se lisent comme une bonne histoire. Puis, bonne nouvelle. Je pense que là, les gens l'ont compris, hein. Carambole, c'est disponible en ce moment même dans le cabinet des curiosités qui est en vente jusqu'au 1er octobre. Hein, c'est la dernière journée de vente le 1er octobre. Donc, si jamais tu as envie de te procurer le gros bundle du cabinet de curiosité, dans les notes de l'épisode, bien évidemment, il y a mon lien affilié que tu vas retrouver. Si jamais ça te dit, en plus, de soutenir mon travail et en même temps, mon contenu gratuit, un peu comme le podcast là, présentement, ça aide à ça, évidemment. Et j'ai envie de te souhaiter, Rosalie, une bonne fin de lancement. Oui, c'est ça. À toi aussi. Merci beaucoup. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode solo, mon premier épisode solo depuis le lancement de la saison 3. Donc là, j'ai bien hâte de te parler. Donc, on se dit au 7 octobre. Salut! Bye! Merci d'avoir été là. C'est toujours un privilège de te savoir quelque part assis avec moi sur ma galerie. J'espère que ça t'a donné envie de t'arrêter un instant, juste assez pour te recentrer, te déposer, puis peut-être découvrir une pépite de connexion que tu n'avais pas encore vue en toi. Si le cœur t'en dit, abonne-toi, puis prends un instant pour laisser 5 étoiles ou un petit mot. C'est tellement la meilleure façon de faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs. C'est comme une chaise de plus qui s'ajoute sur ma galerie. Plus on est nombreux à s'y asseoir, plus les conversations voyagent loin. Puis si quelque chose t'a touché aujourd'hui, partage-le en story puis tag-moi, la voisine pro. J'adore te lire puis repartager tes réflexions. À bientôt pour un autre épisode à ta couleur.